Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement si vous appréciez mon travail, bien entendu. En tous les cas, merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, cette vidéo va être sur les changements que va peut-être apporter Donald Trump aux États-Unis et dans le monde. Alors pourquoi je dis peut-être? Tout simplement parce que Donald Trump vient d'être élu 47e président des États-Unis, mais il ne sera véritablement président que le 20 janvier. Donc pour l'instant, on ne peut faire que des conjectures, des hypothèses. Alors, connaissant le personnage, on peut prédire, on va dire avec une certaine probabilité, ce qu'il va pouvoir faire, ou même ce qu'il veut faire, puisque après tout, il y a eu quand même une campagne présidentielle et il a annoncé ce qu'il voudrait faire. Alors évidemment, déjà sur des sujets évidents comme l'immigration et l'économie, qui sont les deux choses les plus importantes pour Donald Trump. Donc on va commencer par ce qu'il veut faire concernant les États-Unis. Donc il veut finir son mur mexicain, le rendre, et là je cite, hermétique. Il veut virer des millions d'étrangers des États-Unis, les renvoyer dans leur pays. Bon, parole électorale, hein, bien sûr, il n'en fera rien, quoi, tout du moins, pas en millions, bien entendu. Et concernant les États-Unis et l'immigration, il va s'attaquer à l'immigration illégale, bien entendu. Parce que pour Donald Trump, l'immigration, c'est la mère de tous les maux aux États-Unis. Alors ensuite, il y a l'économie. Évidemment, il veut redresser l'économie. Alors ne vous laissez pas tromper par ce qu'on vous dit dans les grands médias, en particulier français, où on vous dit oui, l'économie américaine, elle a rebondi, elle était à 1,4%, la croissance maintenant 2,8%. C'est extraordinaire, l'économie américaine va bien. Voilà, juste avec ça. Non, l'économie américaine ne va pas bien du tout. C'est une catastrophe. N'oublions pas qu'il y a quelques mois de cela, il y avait un vote pour éviter une énième banqueroute. Eh oui, parce que tous les ans, il y a un vote au Congrès avec les républicains et les démocrates, et heureusement qu'ils se mettent d'accord sur ce vote pour surseoir l'énorme dette américaine qui est à en gros 33 000 milliards de dollars. Ce qui fait qu'en réalité, les États-Unis sont en banqueroute. En réalité. Parce que c'est l'argent qu'ils doivent, tout simplement. Bref, donc rien ne va plus aux États-Unis et au niveau de la croissance économique, c'est un trompe-l'œil. Alors déjà, le chômage aux États-Unis, il est d'environ 4,1%. C'est bien, c'est un bon taux de chômage, mais il pourrait être mieux parce que les 4,1%, cela peut sembler bas, mais c'est exactement comme en Allemagne, hein, c'est du trompe-l'œil. Ce sont des emplois extrêmement précaires. Beaucoup d'Américains ont deux voire trois travails pour pouvoir boucler les fins de mois. Ne l'oublions pas. Le taux directeur qui était à 5,5% à peu près, là il est à en gros 5%, puisque évidemment ça change en réalité chaque semaine, ça change tout le temps. Donc c'est pas terrible, c'est pas terrible. Un taux d'intérêt de 5%, c'est pas terrible, vraiment pas terrible, hein. Donc voilà, évidemment des déficits absolument énormes et une inflation qui est en réalité énorme. Alors on vous dit non, l'inflation en moyenne elle est que d'environ, parce que ça change tout le temps bien entendu,
d'environ 2,5%, l'inflation est maîtrisée. Mais c'est du trompe-l'œil. C'est du trompe-l'œil. C'est une moyenne qu'on donne, mais les prix de l'immobilier ont explosé, surtout dans les grandes villes, et surtout les prix des aliments, de la nourriture a explosé, et le prix à la pompe, le prix de l'essence a explosé. Alors certes, pour le reste, ça va, les prix n'ont pas trop explosé. Alors par exemple, voitures, électroménagers et autres. Mais le problème, c'est que pour les choses qui comptent, ça a explosé. C'est-à-dire la nourriture, l'immobilier et l'essence. Bref, les trois mamelles qui nourrissent n'importe quel pays. J'allais dire l'Amérique, mais non. Essence, nourriture, immobilier, ce sont les trois piliers. C'est ce qu'on paye le plus. Voilà. Et ça, les prix ont explosé. Donc, quand vous demandez aux Américains est-ce qu'ils vivent mieux, bah oui, on a l'impression qu'ils vivent bien hein, si on écoute les médias français, par exemple, avec un bon taux de croissance, tout va bien, un taux de chômage relativement bas, bref, il fait bon vivre aux États-Unis. Non, c'est une véritable catastrophe aux États-Unis au niveau économique, puisque en gros, la Fed imprime pardon, de la monnaie de singe en réalité, puisque le dollar, ah oui, on va dire le dollar se porte bien, le dollar est relativement fort, il se porte relativement bien. Oui, mais tout ça c'est du trompe-l'œil, parce que en réalité c'est de la monnaie de singe là le dollar. Donc là, le dollar s'en tire parce que c'est encore une monnaie internationale. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à l'international qui se payent encore en dollars. Mais n'oublions pas la dédollarisation qui est en train de se faire à grands pas. Et Donald Trump en a parlé très clairement, très très clairement. Quand un journaliste lui a dit lors d'un entretien qu'est-ce qui est le pire pour les États-Unis, une guerre ou la dédollarisation, immédiatement il a répondu la dédollarisation. Donc c'est extrême. L'état en fait aux États-Unis est extrêmement grave parce que là on ne parle que de l'économie, on ne parle pas de l'insécurité qui est absolument catastrophique aux États-Unis. Et attention, les mots que j'emploie, énormes, catastrophiques, pour les États-Unis, ici, ils ne sont pas galvaudés. Gardons ça à l'esprit. C'est véritablement ce qu'il se passe aux États-Unis. Donc, ne l'oublions pas. Alors, ce que va faire Trump, bah, Trump va faire du protectionnisme, c'est-à-dire il va faire du Trump. Donc, bah, il va donner des droits de douane absolument énormes, principalement aux produits chinois et principalement, plus exactement, aux automobiles, bien entendu, exactement comme veut faire d'ailleurs l'Union européenne. Donc il va faire du protectionnisme, il va s'attaquer à l'immigration, il va s'attaquer à l'économie, il va forer à fond, il va ouvrir les vannes du pétrole au maximum. Voilà, ça c'est ce que Donald Trump a annoncé. Voilà, pour les États-Unis. Alors, bien entendu, il va combattre le wokisme, il va rétablir les valeurs traditionnelles, entre guillemets, quand je dis il va rétablir, hein. Il va faire ce qu'il peut pour rétablir les valeurs traditionnelles, il va recentrer la famille, hein. Donc pour lui, la famille, les traditions, c'est central dans sa politique et même dans sa vie. On peut voir là, pendant l'élection, il a invité toute sa famille sur le podium. Et là, cette fois, il va bien s'entourer, contrairement à 2016 où il s'était entouré de gens en fait qui étaient des mercenaires hein, et qui n'avaient pas la patrie en leur cœur. Voilà, donc là, il s'entoure vraiment de gens exceptionnels. Elon Musk, Tulsi Gabbard, euh, Robert Kennedy Jr. Et d'autres, hein, je vais pas, J. Vance, bien entendu, le vice-président.
ce sont des gens brillants, cultivés. Donc là, ça change complètement la donne, hein, parce qu'un président très mal entouré, ben, ça peut amener à des catastrophes, ça peut mener un pays droit dans le mur. Un président bien entouré, ben, ça peut tout changer. Et là, les gens qui va nommer, je suppose, au gouvernement, je le suppose tout du moins, là, évidemment, hors J.D. Vance, hein, bien entendu, qui lui va être vice-président. Pour les autres, ben, évidemment, on ne le sait pas, mais on s'en doute qu'ils seront au gouvernement. À minima, Elon Musk, parce que là, ça semble se préciser quant à lui. Donc, il va être très bien entouré. Il va choisir son entourage infiniment mieux qu'il ne l'a fait en 2016, où il a fait du grand n'importe quoi, hein. N'oublions pas les John Bolton, les Mike Pompeo, des catastrophes absolument terribles. Bref, on va pas refaire l'histoire, donc Donald Trump va s'attaquer à tout cela. Alors évidemment, quant au personnage de Donald Trump, alors évidemment, c'est un personnage extrême. Il a d'énormes défauts absolument terribles et on ne peut pas dire que ça soit un bon président. En fait, il est mauvais dans énormément de domaines et en plus, sa terrible personnalité, l'inverse de la sagesse, sans compter qu'il a des connaissances en géopolitique qui sont en réalité très faibles, hein, puisque moi je le suis énormément, hein. Moi j'ai vécu longuement aux États-Unis, j'ai des attaches avec les États-Unis. J'ai vécu à Orlando, à Los Angeles et surtout à San Francisco. Bref, donc j'ai de fortes attaches avec les États-Unis et je suis régulièrement tous les jours les journaux américains et vous le savez fort bien puisque je vous montre régulièrement des articles de journaux du Washington Post, du New York Times, Los Angeles Times, USA Today. Bon là c'est pour moi, hein. Là je vous montre pas USA Today, Los Angeles Times, mais bon voilà, je suis fortement tout ce qui se passe aux États-Unis et donc Donald Trump en réalité il est mauvais. Il est très très mauvais même, et pour des choses importantes. Mais attention, il a beau être très mauvais, il a quand même des grandes qualités. Alors évidemment, les grandes qualités de Donald Trump, c'est que c'est un véritable patriote. Vous allez me dire, c'est le plus important. Parce que lui, il veut réellement le bien de son pays. Il ne veut pas détruire son pays comme la plupart des pays européens sont en train de le faire et comme les deux présidents américains le faisaient. Même plus, hein. En tous les cas, à partir de Bill Clinton, quoi, la famille Clinton, Obama, Biden, eux n'ont fait que détruire les États-Unis. Voilà, ils s'y sont employés et ça a été une véritable catastrophe. Heureusement d'ailleurs qu'on a eu Julian Assange avec Wikileaks qui a révélé bien des choses déjà en premier lieu sur la famille Clinton. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Là, on se ressent sur Donald Trump. Donc, c'est un patriote dans l'âme, ça, nul ne peut le nier. Quand il était au pouvoir, il avait combattu la pédophilie comme il le pouvait. Il avait fait une task force, d'ailleurs, pour cela. Donc, aucun média n'en parle, bien évidemment. Et je ne vais pas poursuivre d'ailleurs sur ce sujet-là, parce qu'il y a des raisons bien précises pourquoi les médias n'en ont jamais parlé. Donc Donald Trump, il est ce qu'il est, hein, évidemment, homme à femme. On ne peut pas dire qu'il ait été extrêmement fidèle à sa femme. Bon, bref, il a ses gros défauts, mais je vous ai dit les qualités. Donc, patriote, un bon homme d'affaires, donc au niveau de l'économie, ça, on peut dire qu'il s'y connaît. Au niveau économie, il s'y connaît.
Aussi, il sait reconnaître quand même les bonnes personnes. Et là, on en vient à son entourage. Alors évidemment, là, il a changé parce que ce n'était pas le cas avant, mais maintenant, il sait s'entourer. Et ça, c'est énorme. En réalité, c'est énorme. Aussi, on peut dire qu'il s'est assagi un petit peu. Il s'est un petit peu assagi. Ces 4 ans à la Maison Blanche lui ont mis un peu du plomb dans la cervelle. Moi, de tous les entretiens que j'ai pu entendre de Donald Trump, il dit un peu moins de bêtises. Bon, il en dit toujours, hein, beaucoup, mais moins, moins. Aussi, il a fait une grave erreur et il a continué dans cette erreur gravissime, c'est être anti-avortement. Alors ça, pour moi, je trouve ça complètement idiot de sa part. Oui, alors, il veut raffermir ses électeurs évangélistes très à droite et très croyants, etc. Mais il s'est mis à dos une bonne partie des Américains. Ça aurait été beaucoup plus facile pour lui d'être élu s'il n'avait tout simplement pas parlé de l'avortement. Tout simplement pas parlé. Là, il a bien aidé Kamala Harris, qui d'ailleurs, Kamala Harris n'a joué que sur ça, hein, que sur le fait que Trump ait été anti-avortement. Elle a joué que sur ça. Ça a été... bon, je parle même pas de Kamala Harris, parce que là, c'est une... Je vais même pas en parler, c'est même pas la peine de parler d'elle, quoi. Bon, bref, retournons à Trump. Donc, Trump a quand même quelques qualités importantes. Et c'est pas fini. Il combat réellement l'État profond. Bon, il combat réellement l'État profond verbalement. Au niveau des actes, là, on voit pas trop ce qu'il fait. Mais verbalement, tout du moins, et comment il s'entoure, des grands personnages qu'il s'entoure, on va dire que ses actions contre l'État profond, c'est de savoir s'entourer et de dire très clairement qu'il combat l'État profond. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Et enfin, je terminerai pour la dernière bonne chose, c'est qu'il combat la liberté d'expression. Alors en réalité, c'est énorme. Il combat la liberté d'expression. Alors il est tout seul, hein, là-dedans, dans les grands personnages du monde. À part Elon Musk, bon, il est tout seul à vraiment essayer d'aider la liberté d'expression et de combattre la censure. Alors évidemment, parce que la désinformation contre lui, ben, il la connaît bien. Donc ça va de soi que, bon, pour lui, la liberté d'expression, bah, c'est plus de gens qui vont l'applaudir, hein, certainement. Voilà. Bon, en tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire concernant le personnage sur ses mauvais côtés et ses bons côtés. Alors maintenant, au niveau du monde, hein, que va-t-il faire ben, pour le monde et principalement ben, pour l'Europe, pour l'Iran, pour l'Ukraine, pour Israël, pour Taïwan? Voilà, c'est les géopoliticiens comme moi ben, se posent ces questions-là. Que va-t-il faire par exemple pour l'Europe? Eh bien pour l'Europe, il l'a annoncé. Alors bon, uniquement pour l'armement, certes, c'est-à-dire il a demandé à l'Union européenne, mais comme il l'avait fait déjà quand il était président, c'est-à-dire il veut que les pays européens dépensent 3% de leur PIB pour la défense nationale. Voilà, parce qu'il veut un désengagement des États-Unis pour aider l'Europe. Alors ça inquiète énormément l'Europe, puisqu'en réalité, sans les États-Unis, l'Europe, au niveau militaire, s'effondre. Il faut dire ce qui est, parce que les présidents démocrates qui sont passés, et principalement sous l'ère de Joe Biden, ont poussé à l'achat du matériel américain. Alors, ça va être quoi?
Alors, moi, j'ai entendu dans les médias, ah, l'Europe va falloir qu'elle se débrouille toute seule, qu'on achète des Rafales, des Gripen, des obusiers César, du matériel anglais, du matériel allemand et du matériel français. Voilà, on va acheter maintenant beaucoup plus avec le marché intérieur. C'est ce que moi j'ai entendu dans certains médias, dont BFM TV et LCI. Mais il n'y a qu'un petit problème, c'est qu'on s'est tellement engagé dans des contrats avec les Américains qu'on va être obligé d'acheter américain. Donc vous voyez comment Trump est malin. Et même pas que Trump, hein, tous les présidents américains, les derniers présidents américains, ils sont malins. Ils obligent l'Europe à acheter américain, donc après il y a des contrats de maintenance qui s'en suivront. Et en plus, alors ça tombe très bien pour les Américains, la plupart, presque tous les pays européens, de l'Union européenne tout du moins, sont des vassaux complets des États-Unis. Donc en plus, ils ne renaclent même pas à acheter américain. Donc c'est pour eux, ils semblent contents. La Norvège est contente, l'Allemagne est contente, l'Angleterre est contente. Bon, je vais pas citer tous les pays, Italie, Espagne, Pologne, surtout la Pologne. La Pologne, c'est des fous au niveau de l'achat de l'armement américain. Bref, donc tous ces pays-là sont très contents de perdre leur souveraineté concernant la défense nationale, achètent américain à fond avec les contrats américains. Donc Trump, quand il sera véritablement président, et si jamais il impose les 3%, bah, que vont faire les pays de l'Union européenne? Bah, ils vont encore plus acheter aux États-Unis. Bah oui, je ne les vois pas retourner leur veste et tout d'un coup avoir un sentiment de souveraineté nationale, de patriotisme, de nationalisme. Non, eux, leur pays, ils s'en foutent. Ce qui leur intéresse, ce qui les intéresse, c'est bah, d'obéir aux ordres américains. Parce que sinon, évidemment, bah, les pays européens, s'ils voulaient les meilleurs avions, bah, ils prendraient, bah, je sais pas, les avions norvégiens, suédois ou français. Principalement français, bien sûr. Donc c'est un exemple, hein. Tout le monde achèterait en Europe des obusiers César, qui sont les meilleurs obusiers européens pour les obusiers. Je dis ça comme ça, hein, on pourrait multiplier les exemples, hein. Ça, c'est les exemples, l'archétype, on va dire, au lieu d'acheter américain. Et ça aiderait le marché intérieur de l'Union européenne. Mais que nenni, que nenni. On achète non seulement l'armement américain encore plus qu'avant, et ça va être toujours plus, parce que les futurs contrats prévus lancés par l'Angleterre, l'Allemagne, je ne sais pas trop pour la France, mais au moins l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, les pays baltes, la Suède et la Norvège, ça va être encore plus d'achats. Et on va acheter, bah oui, comme on veut couper les ponts avec la Russie, on va acheter toujours plus de GNL américain, etc., et de pétrole américain, etc., etc. Même si dans la réalité, ça va être beaucoup plus difficile que prévu. Mais bon, donc c'est très malin la part de Donald Trump d'obliger les 3% du PIB, parce qu'il sait très bien que l'Union européenne va se diriger vers les États-Unis. Donc, concernant l'Union européenne, voilà ce qu'on peut dire en gros. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que c'est ce qu'il y a de plus probable. Voilà. Maintenant, pour tout le reste, là, c'est tellement des conjectures dans l'inconnu qu'inutile que j'en parle. On va passer à l'Ukraine. Alors, si on en croit les paroles de Donald Trump, bah, l'Ukraine, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. Si l'on en croit les paroles de Donald Trump, je dis bien ça, hein, parce que Donald Trump, du jour au lendemain, il peut changer à 180 degrés, hein. Mais si on suit ce qu'il a dit, il ne va presque plus rien donner à l'Ukraine. Voilà, presque plus rien. En gros, il va laisser tomber l'Ukraine.
Maintenant, de quelle manière, sous quelle forme il va laisser tomber l'Ukraine? Alors, une chose est certaine, c'est au niveau des finances et de l'armement. Tout du moins, c'est ce qu'il dit. Encore une fois, ça ne veut pas dire que en fin janvier, quand il sera vraiment président, il fasse cela. Beaucoup ont dit qu'il abandonnerait l'OTAN. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas un seul instant que Trump abandonne l'OTAN. Les États-Unis et l'OTAN, c'est pas possible. C'est devenu trop lié pour que même Trump abandonne l'OTAN. Cela dit, encore une fois, avec Donald Trump, on ne peut jamais rien dire avec certitude. On est dans la conjecture. Alors certes, peut-être qu'il sera moins actif dans l'OTAN que l'étaient les présidents démocrates. Peut-être qu'il sera moins agressif vis-à-vis des pays de l'étranger, qu'il sera moins impliqué. Après tout, il veut recentrer l'argent des États-Unis au sein des États-Unis, et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Donc, va-t-il abandonner des centaines de bases américaines? Je rappelle qu'il y a environ 850 bases américaines dans le monde entier et que les Américains, sous Joe Biden, mais ça a commencé avant, en construisent toujours plus. Il y a toujours plus de bases, et principalement dans la région chinoise, aux Philippines, au Japon, en Corée du Sud. Là, ça construit des bases américaines. Alors pour l'Ukraine, ça semble relativement clair. L'Ukraine va être abandonnée. Voilà, il y a très très peu de chances qu'on ait un Trump qui tout d'un coup dise je veux que l'Ukraine gagne. Non, il n'a rien dit de cela pendant toute sa campagne présidentielle. Donc pour l'Ukraine, c'est réglé. Maintenant, concernant Israël, ah là c'est la grande question. C'est la grande question. Parce que là, pendant la campagne présidentielle, il s'est beaucoup refroidi quant à Israël. Il ne s'est pas excité comme il le faisait en 2016 où il était à fond pour Israël. Là, il est beaucoup moins chaud envers Israël. Et pourtant, les donateurs israéliens pour sa campagne présidentielle ont donné beaucoup, beaucoup. Alors même si, pour la petite anecdote comme ça, c'est Kamala Harris qui a eu bien plus de donations que Donald Trump, contrairement à ce qu'on vous laisse entendre dans les médias, Kamala Harris a eu au minimum plus d'1 milliard de dollars pour sa campagne présidentielle. Hein, ne l'oublions pas. Et je ne parle que de Kamala Harris, hein, et pourtant qui a fait que 107 jours de campagne. En 107 jours, elle a eu plus que Donald Trump en donation. Donc je tenais à la rappeler comme ça vite fait. Bref, Donald Trump concernant Israël, ah ça va être la grande question. Parce que là, j'avoue que je ne le sais pas. Il y a quelque temps, je vous aurais dit, il va tout donner à Israël. Parce que lui, c'est un fanatique pro-Israël à fond. Et Netanyahou, c'est son grand ami. Donc il y a quelque temps, je vous aurais dit, il va tout faire pour Israël, etc. Bon, là j'en suis un peu moins sûr. Alors évidemment, il va soutenir Israël, bien évidemment, mais à mon avis, c'est beaucoup passagis concernant Israël, d'après les derniers entretiens que j'ai pu entendre. Alors maintenant, concernant la Chine, bah évidemment, Donald Trump l'a dit, redit depuis toujours, l'ennemi numéro un des États-Unis, c'est la Chine. Il n'a jamais considéré la Russie comme un ennemi des États-Unis. Jamais, jamais. Il a toujours considéré la Chine comme le grand ennemi. Ainsi que l'Iran d'ailleurs. Hein. Ainsi que l'Iran. Pas parce que l'Iran l'ennuie en lui-même. Non, pas l'Iran comme ça tout seul. Non, l'Iran à cause d'Israël. C'est tout. Même si l'Iran n'a jamais menacé Israël en réalité, directement, bien sûr. Hein, ceux qui menaçaient Israël directement, c'est principalement là le Hamas, le Hezbollah. Alors évidemment, immédiatement, vous allez me dire, oui, mais le Hezbollah, c'est l'Iran. C'est vrai, mais si Israël
si on suit encore une fois la politique de l'Iran, si Israël se retire de la Palestine et du Liban, ben, l'Iran va dire au Hezbollah arrêtez tout. Voilà. Le problème, c'est qu'Israël continue. Alors l'Iran, via le truchement du Hezbollah, ennuie Israël, mais l'Iran en lui-même ne menace pas les États-Unis. C'est l'Iran ne menace même pas Israël, puisque c'est Israël qui est l'État agresseur en permanence depuis 75 ans. C'est Israël qui a envahi à maintes reprises le Liban, la Cisjordanie, Gaza, etc. Et Israël toute seule qui a fait des centaines de milliers de morts civiles en 75 ans, des centaines de milliers et des centaines de milliers, et qui est un État purement voyou, purement agresseur. Nul ne peut contredire ce fait-là. C'est absolument irréfutable, et c'est comme ça depuis 75 ans. Israël ne respecte absolument aucune résolution de l'ONU, même les droits élémentaires les plus fondamentaux quant à la vie humaine. Donc voilà, n'oublions pas cette image, il y a de cela un bon moment, je ne m'en souviens plus quand exactement, où des soldats israéliens avaient mis un enfant sur leur capot de véhicule blindé et se baladaient à Gaza, et ils le mettaient là comme bouclier humain. Et ils s'en vantaient et ils le filmaient et il le mettait sur les réseaux sociaux. Il s'en vantait. Voilà. Et il voulait que les Palestiniens voient cela justement pour éviter de tirer sur les Palestiniens, sur les Israéliens, les soldats israéliens. Et le message d'Israël à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, c'était regardez, nous on n'a aucune limite. On n'a aucune limite dans le sens éthique, moral. On ira jusqu'au bout entre guillemets, pour protéger Israël. On n'a aucune limite, on est prêt à tout. N'oublions pas ces enfants qui ont été tirés dans leurs genoux ou directement à la tête par des snipers israéliens. Et ça, c'est qui le dit? C'est le journal Haaretz, un grand journal israélien. Et oui, il y a même eu un film là-dessus, israélien, fait par des officiers israéliens qui sont partis aux États-Unis. Ils ont même fait leur chaîne sur YouTube. Donc vous voyez, les ignominies d'Israël sont sans nom. Alors évidemment, là, Israël s'est mis à dos le chef de l'ONU, Antonio Gutiérrez. Mais bon, voilà, tout ça pose des questions à Donald Trump. Parce que Donald Trump, il laisse entendre que Israël pourrait devenir un boulet pour les États-Unis. Et ce pour les relations internationales. Donc il s'est beaucoup calmé concernant Israël. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors il y a peut-être d'autres choses à dire pour Israël, mais encore une fois, on est dans les conjectures. Que va-t-il faire quand il sera vraiment président le 20 janvier? Là est la grande question, et je ne veux pas m'aventurer sur des choses que je ne connais pas. Maintenant pour Taïwan. Ah ah, alors là pour Taïwan, c'est un énorme point d'interrogation parce que Trump est resté complètement muet sur ce qu'il ferait avec Taïwan. On ne sait rien. Il n'a rien dit, absolument rien dit. Alors que va-t-il faire? Personnellement, je vais être très honnête avec vous, j'en ai strictement aucune idée. Aucune idée. Si vous me demandez, bah oui, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il ferait quoi? Allez, fais un pronostic. Je vous dirai, je n'en ai aucune idée, je n'en sais absolument rien. Voilà, je ne sais pas. Soit il va dire, il va arrêter parce que ça coûte beaucoup trop cher, parce que lui, l'argent, c'est quelque chose qui lui parle, c'est-à-dire lui, il veut renflouer les caisses de l'État, et comme ça coûte une véritable fortune d'envoyer des dizaines de bateaux de guerre, plusieurs porte-avions, des dizaines d'avions de combat, on donne de très nombreux systèmes antiaériens à Taïwan, etc. Peut-être qu'il va dire, et là que l'argent va parler, il va dire bon, on arrête là, ça suffit. Bon, Taïwan, ça coûte trop cher, ça vaut pas le coup, on se retire. Peut-être qu'il va faire ça,
ou peut-être qu'il va surenchérir et qu'il va dire ah non, Taïwan, il y a l'usine TSMC, on va absolument protéger les semi-conducteurs taïwanais puisque c'est vital pour les États-Unis. Voilà, sauf qu'il y a une usine similaire à TSMC qui est en train de se construire aux États-Unis. Et peut-être que lui va dire, ah bah oui, bah là pour le coup, allez, on va patienter un peu et on aura notre propre usine taïwanaise aux États-Unis. Bah oui, parce que ça c'est important à savoir. Voilà. Alors est-ce qu'il va se mettre vraiment la Chine à dos, faire des sanctions à tout va? Je ne le sais pas parce que la Chine a des moyens de contre-attaque absolument terribles. Faut pas oublier que énormément de composants militaires vitaux pour les États-Unis, c'est la Chine qui les fabrique. Et oui, il y a eu un rapport du Pentagone qui est paru il y a plusieurs mois de cela et qui montre que en réalité les États-Unis sans l'industrie chinoise bah, ne peut rien faire en réalité, que ça soit pour ses systèmes antiaériens, ses missiles, ses avions de combat, etc., dépend énormément de la Chine, énormément. Et oui, là, c'est fou d'ailleurs, c'est fou. Ils ont été tellement loin, les États-Unis, en prestataire et pour gagner de l'argent, parce que toutes les grosses entreprises militaires sont privées aux États-Unis. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, pour ne parler que des plus gros, ben, ont tellement joué la carte des prestataires payés le moins cher possible ben, que ben, la Chine fabriquait pour eux en réalité de plus en plus des composants militaires très importants, vitaux même pour les États-Unis. Ils sont allés jusque-là dans cette dépendance à la Chine. Et je ne vous parle pas d'autres produits, évidemment, très très importants, civils, cette fois pour les Américains. Bouteilles d'oxygène pour les hôpitaux, par exemple. C'est un exemple qui me vient comme ça. Mais bien d'autres choses, caoutchouc, etc., poudre à canon, bref, etc., etc. Donc, je n'en ai aucune idée. Enfin, voilà ce que je pouvais dire sur ce que cela peut changer quand Donald Trump sera véritablement président au 20 janvier. Maintenant, nous verrons bien. En tous les cas, je vous ai brossé un portrait général, les grandes lignes qui vous permettent de vous donner une idée du personnage et de ses possibles actions futures. Et je m'arrête là. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.